Bonjour, Monsieur Généreux, Francis Généreux, donc économiste principal chez Desjardins. Euh, on va parler de guerre en Ukraine, on va parler des impacts économiques de cette guerre. Première question, est-ce qu'il y a des motifs économiques derrière l'invasion russe en Ukraine? À première vue, non. Il n'y a pas vraiment de raison au départ pour la Russie d'aller envahir l'Ukraine. Il y a vraiment beaucoup de raisons géopolitiques, politiques, culturelles, parce qu'il y a quand même un rapprochement de ce côté-là avec le peuple, avec une partie du peuple ukrainien qui est russophone. Mais d'un point de vue économique, vraiment, il y a pas, on ne va pas essayer d'aller chercher une ressource. On n'a pas vraiment des raisons financières pour le faire non plus. Donc, ce n'est vraiment pas une des raisons là, de ce mouvement-là de la part des Russes. Pourquoi la guerre en Ukraine fait augmenter le prix de l'essence, le prix du blé? Et pourtant, le Canada est un producteur de blé, est un producteur d'essence. Donc, en quoi cette guerre amène-t-elle cette augmentation-là ou ces augmentations? Mais c'est vraiment une question d'offre et de demande à l'échelle internationale. Donc, pas vraiment à l'intérieur d'un même pays ou de chez nous ici. Du côté on a peur, grosso modo, que ce soit l'offre soit de pétrole ou de pétrole russe ou de blé ukrainien qui fasse défaut. Parce que dans les deux cas, c'est des gros producteurs. Je pense que la production russe de pétrole, c'est 10 de la production mondiale. La production ukrainienne de blé, c'est 30 des exportations mondiales. Donc, c'est quand même de gros morceaux. Et si on en manque, là, il y a une part de ce côté-là et on voit certaines productions ou certaines difficultés déjà dans l'approvisionnement, mais ça fait en sorte que l'offre est plus restreinte, ça fait augmenter le prix et c'est ce qu'on voit sur les marchés là, depuis le début de la guerre. Maintenant, si la guerre s'éternisait, est-ce que les conséquences économiques négatives là, dont qu'on vient de parler, est-ce que ces conséquences négatives pourraient durer ou même s'intensifier? Ben, d'un côté, à court terme, c'est sûr que ça fait mal. Si ça devient de plus en plus compliqué, ça va faire encore plus mal. On comprend s'il y a un choc très temporaire qui dure quelques semaines ou un mois qu'on est depuis le début de la guerre, et s'il il est facilité par la suite, on sort de ce choc-là, ben, l'économie va reprendre à la normale relativement rapidement. Si ça dure un petit peu plus longtemps, si les prix du pétrole restent élevés très longtemps, mais là, ça va faire de plus en plus mal aux consommateurs un peu partout sur la planète et aussi. Mais dans un autre sens, plus qu'on attend, puis plus qu'on va dans les prochains mois, prochains trimestres, prochaine année, mais là, l'économie ou les marchés vont s'ajuster. Si on pense encore une fois au pétrole, mais là, d'autres producteurs de pétrole, notamment le Canada, mais aussi les États-Unis et ailleurs dans le monde, vont pouvoir renflouer le manque de pétrole qui viendrait de la Russie et équilibrer un petit peu plus le marché. Ça serait vrai pour d'autres biens aussi. Donc, il y a vraiment l'effet économique dépend vraiment, oui, de la durée, mais si c'est vraiment très, très, très long, ce n'est pas nécessairement très négatif non plus à ce moment-là. Les sanctions économiques annoncées pour pénaliser le gouvernement russe, est-ce qu'on peut penser qu'elles sont réellement efficaces à moyen terme, là? Puis vous donner quelques exemples aussi concrets de ces sanctions-là pour que les gens comprennent bien là, les enjeux. Ben, si l'objectif, c'est de faire subir le coût de la guerre à la Russie, donc de faire mal à la Russie, donc de faire mal à son économie. Et les sanctions, oui, semblent faire très mal à l'économie russe. Une des sanctions, c'est d'empêcher la Banque centrale de Russie de faire des transactions avec les autres banques centrales et même ses avoirs en devises étrangères ont été gelés par les autres pays. Donc, elle ne peut plus transiger. Donc, ça fait en sorte que les banques à l'intérieur de la Russie ne peuvent plus non plus transiger avec l'extérieur. C'est la même chose pour les entreprises russes. Donc, là, on vient de faire mal à l'économie, on vient de la sortir un peu de la zone financière internationale. En plus, il y a plein d'autres sanctions sur les exportations russes, même les exportations de certains pays vers la Russie, notamment pour certains biens technologiques, sont aussi empêchées, faisant en sorte qu'on est en train de faire très mal à l'économie russe. Et dans les prévisions de la plupart des analystes, comme nos propres prévisions, on voit une économie russe qui allait relativement bien au courant des dernières années, outre l'effet de la COVID, et jusqu'à maintenant, cette année, prévue pour 2022, des grosses baisses du PIB réel russe. Pour quelle raison entend-on que l'Europe dépend économiquement de la Russie? En fait, dans quelle mesure l'Europe, outre la Russie, là, dépend de la Russie?
Euh, Au niveau des exportations, notamment des importations, là, quels sont les secteurs importants là, qui pourraient faire mal au reste de l'Europe à partir du moment où on sanctionne la Russie? Ce n'est pas tant l'effet de la consommation russe ou de la demande russe pour les produits européens. Oui, il y a un effet. Oui, ils consomment certains biens de luxe, entre autres, et certains autres types de biens aussi. Mais le gros morceau, c'est plus dans le sens inverse. C'est vraiment les importations européennes de biens russes, mais quand on dit biens russes, c'est vraiment beaucoup de l'énergie et des matières premières, mais vraiment beaucoup d'énergie. Si je me rappelle bien, pour l'Allemagne, c'est 70% du gaz importé, du gaz naturel importé provient de la Russie. Pour l'Italie, c'est à peu près 40%. Donc, c'est quand même des morceaux importants. L'Allemagne, l'Italie, les autres pays, ceux surtout très proches de la Russie, si on se rapproche, Pologne et Roumanie et tout ça, eux dépendent beaucoup, beaucoup de l'énergie russe. Et si on se retrouve dans une situation où on coupe complètement les exportations russes d'énergie vers l'Europe, là, ça pourrait faire très mal à ces économies-là. Et aussi, ça ferait très mal à l'économie russe parce qu'elle, c'est son principal marché. Puis dans les dernières années, la Russie voyait son PIB évoluer vraiment au gré de la demande, de l'offre et des prix du pétrole. Donc, si on coupe ce marché-là pour elle, ça va faire extrêmement mal à son économie, en plus des sanctions, comme on a déjà parlé. L'inflation au Canada, l'inflation au Québec, là, on la sent, on la voit. Euh, Chez Desjardins, là, bon, c'est quoi vos prévisions par rapport à l'inflation? Mais avant de parler de prévisions, pourriez-vous nous rappeler là, les impacts de l'inflation sur les individus, sur les familles, sur les ménages? C'est quoi qui fait mal avec l'inflation? Bien, grosso modo, l'inflation, qu'est-ce qu'elle fait? Quand les prix montent et montent beaucoup, qu'est-ce qu'ils font mal? Ils font surtout mal aux revenus disponibles des ménages, des gens. Donc, le revenu disponible, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on gagne par nos salaires, par des placements, peu importe, mais moins les impôts. Et on parle de revenus disponibles réels, moins l'inflation. Donc, si l'inflation est grande, bien, cette partie de revenus disponibles, la partie qu'on peut dépenser, elle est de plus en plus petite. Donc, il y a cet effet-là. Aussi, si une partie du revenu disponible va seulement vers l'essence, parce que c'est vraiment l'essence qui nous coûte très cher et on a besoin de se déplacer, mais il y a moins de revenus, j'en reprends le mot, mais disponibles, mais il y a moins de revenus discrétionnaires pour les autres types de dépenses. Ça nous coûte très cher à la pompe à l'essence, mais on peut moins aller au restaurant, on peut moins s'acheter d'autres biens. Donc, il y a tous ces effets-là. Même chose pour les prix des aliments. On ne peut pas vraiment s'empêcher de manger. On peut changer un peu le type de bien et le type d'aliments qu'on consomme, mais si ces prix-là augmentent, là aussi, ça fait mal. Et troisièmement, puis c'est l'effet beaucoup qu'on voit présentement aussi, c'est sous la confiance. Donc, si les ménages sentent qu'une situation est certaine, que tout coûte de plus en plus cher, que leurs revenus sont plus stables, ça veut dire aussi qu'ils se sentent moins bien. La confiance, qu'est-ce qu'on appelle des indices de confiance des consommateurs, qu'on regarde beaucoup, nous, qu'on regarde la conjoncture économique, mais ces indices de confiance-là baissent et quand les indices de confiance baissent généralement, la consommation finit par ralentir. Et ça, la consommation, c'est grosso modo 70% de l'économie. Donc, si la consommation ralentit, la production de biens et services, le PIB réel, lui aussi, baisse. Et là, on se retrouve dans une situation économique beaucoup plus difficile. Tout à fait. Lui, là, évidemment, on est dans la boule de cristal. Est-ce que c'est là pour rester longtemps? Certaines des pressions inflationnistes, on les voit durer relativement longtemps. Il faut comprendre que même avant la guerre et pendant l'année 2021, c'est ce qu'on a vu de plus en plus, c'est que c'est vraiment des contraintes d'offres qui ont fait mal. C'est qu'à cause de la pandémie, à cause de certaines fermetures d'usines en Chine, à cause de problèmes de transport provenant d'Asie, à cause de fermetures ici aussi, on se retrouvait avec moins de biens produits rapidement. Et avec toute l'aide du gouvernement, puis un marché du travail qui est revenu assez vite, une demande qui est restée forte. Donc, une demande forte, une offre plus faible fait en sorte que les prix augmentent, ça a généré de l'inflation. Par-dessus là, on rajoute les problèmes causés par la guerre en Ukraine. Donc, là, oui, à court terme, on voit encore beaucoup de problèmes dans cette situation-là. Les taux d'inflation aux alentours de 5-6 devraient continuer d'être très élevés à court terme, mais il faut se rappeler que c'est un taux d'inflation. Donc, c'est une variation annuelle des prix. Donc, on compare toujours avec l'année suivante. Et à mesure qu'il y a un an, les prix s'accéléraient aussi. Mais la différence entre les deux va s'apaiser un petit peu aussi dans le temps.
Donc, on voit quand même les taux d'inflation encore élevés en 2022, mais surtout en 2023. On devrait voir les choses s'atténuer quand même. On voit aussi les prix du pétrole pas rester au même niveau qu'on a présentement. L'offre va finir par s'ajuster. On souhaite que la guerre ait de moins en moins d'effets aussi et que dans certains secteurs qui étaient difficiles, le secteur automobile aussi, mais qu'on parvienne à avoir une production plus normale. Donc, dans tous ces cas-là, si tout va bien, ça reste un gros si, mais dans nos prévisions, c'est ce qu'on sent qui pourrait arriver au courant des prochaines années. Mais l'inflation devrait quand même se calmer. Et en plus de ça, on a la hausse des taux d'intérêt de la part des banques centrales qui vont aussi permettre de ralentir un petit peu la demande, donc faisant en sorte que tout ça combiné, on devrait avoir une inflation plus faible au courant des prochaines années.